OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui, on va avoir une émission assez particulière parce qu'on a des invités particuliers, mais il y a aussi des annonces que je vais vous faire parce qu'il y a des nouveautés qui s'en viennent pour le courant de l'année. Puis ça me plaît comme ça. On va faire changement. Je suis très contente qu'il ait accepté mon invitation à ça. Je parle ici de Steve Zuniga. Pour les auditeurs. Steve, j'ai demandé à Steve de co-animer l'émission avec moi dans le courant de l'année, mais il n'y a pas seulement que ça. Steve, il est en train de, justement, il est en formation pour apprendre à faire la mise en onde. Donc, s'il arrive quelque chose, que je peux pas être là, ou que je suis trop débordée, ou peu importe, Steve va pouvoir prendre les commandes que je fais là présentement. Ou tout simplement préparer des émissions différentes, que tu serais live à un autre endroit. Et c'est moi qui te reçois par téléphone à ta propre émission. Donc, ça nous ouvre la porte à plusieurs possibilités pour donner d'autres façons de faire de la radio au nom de l'émission Zone Parallèle. Donc, on reçoit souvent des gens ici en studio, mais ça nous permet en même temps de pouvoir se déplacer à l'extérieur en étant deux en studio toujours. Donc, j'accepte avec grande joie. J'espère faire apporter quelque chose de plus autant aux auditeurs qu'à l'émission et à la station. Ben, personnellement, je pense que tu fais déjà un excellent travail. Tu as toujours été là. Tu as toujours fait les choses d'une rapidité. Oui, justement. C'est ça qui est le fun. Là, on va voir Jean-François aussi en onde. Je vais mettre Jean-François en onde. Est-ce que tu es là, Jean-François? Bonjour Carole, ça va bien? Bonjour, ça va bien toi aussi? Salut Jeff. Ça va super bien. Salut Steve. Jean-François va toujours demeurer à la co-animation aussi, ainsi que toi et ainsi que Manon, parce que là maintenant on a 3 co-animateurs, puis c'est ça qui est le fun. On va pouvoir... Manon, elle est un petit peu plus difficilement déplaçable les périodes d'hiver, parce que... Ben, faut toujours penser que si on n'est pas à l'antenne ou on n'est pas devant le micro, qu'on n'est pas en train de faire de quoi pour l'émission. Bien, justement, puis tu as toujours été là en arrière, puis c'est ça qui est le fun, justement. Tu as tout le temps été là, puis un petit vite à part de ça, là. On essaye. J'espère que... en fait, ce qui peut être super intéressant, c'est qu'avec Steve, pèse sur des boutons, plug ça prend 5 minutes, le show en bas. Je pense qu'à 3, on va être capable d'offrir quelque chose de mieux, dans le fond. Qu'on veut faire des émissions à l'extérieur, qu'on veut se déplacer sur un site, qu'on veut recevoir d'autres personnes aussi. Fait que je pense que c'est une bonne chose. Puis les auditeurs vont juste m'en bénéficier que mieux. Et il y a aussi une autre nouveauté qui te concerne, Jean-François, que je t'ai demandé de faire. Et tu as accepté. Puis ça, je trouve ça bien cool. Ça va t'enlever un peu, tu sais, comme un peu l'idée de la co-animation au téléphone. C'est pas toujours évident, là. En studio... C'est toujours monter à Québec. Exactement. Exactement. Parce que c'est ça. C'est comme là, quand Steve est là, il est en studio, il est tout près du studio. Fait que ça aide. Mais toi, je t'ai donné une autre formule aussi que j'ai ajoutée à ton truc. Ça va être des chroniques que je veux que tu vas faire justement comme un genre de vox pop qui va parler de zones parallèles un peu partout à travers Montréal aussi, pas seulement que Québec. Je sais que les gens de Montréal nous écoutent en grand nombre. Donc, tu vas faire notre homologue de Statistique Canada sur un échantillonnage de la population sur la compréhension ufologique et des phénomènes étranges. C'est ça. Comment que j'aime le monde, puis comment que j'essaie de comprendre comment les gens voient ce phénomène-là.
c'est jamais été aussi vrai qu'en 2020. 2020, mon Dieu, je sais pas si c'est l'année encore. Et puis, ben, c'est ça. Puis en fait, c'est de descendre. Je pense on est rendu là. J'ai le goût de descendre dans la rue. J'ai le goût de prendre un sujet, le proposer aux gens, me dire ce qu'eux pensent. C'est prendre le pouls de la population et voir peut-être des choses qu'on a comme peut-être passées à côté. Fait que je vais essayer à travers ces capsules-là, de parler avec ces gens-là, prendre un phénomène, peut-être une semaine d'après, ça va être peut-être parler d'un cas ufologique, un cas archive, peut-être, rencontrer un scientifique, en débattre peut-être avec un sceptique aussi. Donc, c'est une belle petite capsule qui va commencer bientôt. Et puis, je peux déjà préparer quelques petits scoops. Justement, c'est ça que j'ai hâte de voir. Ça va être des belles petites chroniques de mettons, 8 à 10 minutes environ dans ces coins-là qu'on va insérer à l'émission à chaque fois. Ça, j'ai bien hâte. Là, je vois que les gens essayent de nous rejoindre justement en studio. On est déjà au téléphone. Je peux pas prendre la ligne parce que sinon, je coupe Jean-François. Wow. Ben oui, c'est ça. Je reçois des téléphones, mais je peux pas les prendre. Quand tu es au téléphone, Jean-François, ou n'importe quel autre invité, exact. C'est ça le défaut de notre patente. Exact. Là, on peut pas faire justement on peut pas prendre tout le monde en même temps. On peut pas prendre d'autres lignes. Carole, rapidement, je suis complètement abasourdi d'apprendre en même temps que toi pour PY que c'est sa dernière émission aujourd'hui. Je pense que au nom de toute l'équipe, on va le féliciter pour ses 2 ans. Oui, tout à fait. J'avoue que ça m'a perturbé un peu quand j'ai appris ça tantôt en rentrant. Moi aussi. C'était sa dernière, mais puis en plus PY et regarde son équipe, c'était merveilleux son émission Les vraies affaires. Puis oui, ça me fait de la peine moi aussi. Québec, puis j'entendais son émission, puis tu sais, quand on fait une émission de radio, moi je me prépare mentalement à embarquer en ondes. Puis il est tellement positif ce gars-là, puis il me donnait tellement du jus à faire une bonne job. Que je pense que tu sais ça va être, il y en a de besoin, on va lui donner une bonne tape dans le dos, mais tu sais je suis vraiment content là qu'il pense à lui, mais il faut aussi comprendre que quand c'est fini. Mais en tout cas, PY, merci pour la qualité d'émission que tu nous as offert depuis ces 2 ans. Je vais en profiter en même temps pour faire une petite parenthèse puis remercier CJMD de l'opportunité qu'il nous donne d'être à l'antenne avec ton émission, Carole. On parle beaucoup des artisans. Faut pas oublier aussi qu'il y a un contenant qui nous permet que ces artisans-là puissent voir le jour, exploiter nos passions. Donc, on remercie en même temps Guillaume et la station CGMD 96.9. Effectivement, parce que c'est pas toutes les stations de radio qui permettent de faire des émissions du genre qu'on a. Et de parler de ces sujets-là. Puis ça, c'est chapeau. Et ce que je vais le redire encore une fois, et je ne mens pas, selon les statistiques, nous sommes l'émission la plus écoutée. Donc, les gens adorent ce genre d'émission-là. Je vous remercie à vous tous, chers auditeurs, d'être là, auditeurs et auditrices. Et en même temps, je vais vous faire mes souhaits de bonne année parce que je l'ai pas fait. Je l'ai fait sur une petite vidéo vite faite sur Facebook. Mais là, je vous le dis de vive voix. Je vous souhaite une très bonne année 2020 qui va, pour nous, en même temps, avoir beaucoup de changements, mais beaucoup de nouveautés, si on veut. Puis, je vais commencer justement ma première émission avec... j'avoue que j'ai beaucoup d'émotions en dedans de moi. J'essaie de pas trop faire paraître quand il y a des choses dans ce genre-là qui m'arrivent, parce que sinon, je vais me mettre à brailler, puis c'est pas drôle, là. Pour personne. Fait que j'essaie de modifier mon trémolo. Quand ça va trop loin, elle se met en petite poule puis elle se cache en dessous du bureau. Mais ça, faut pas que tu le dises. Oups. Ça fait les mouchoirs. Là, je veux faire une chose particulière, c'est de rendre hommage à mon ami Christian Bédard qui vient de nous quitter cette semaine. Et ça m'a fait un choc énorme parce que Christian était un collaborateur de Zone Parallèle. Il venait au souper ufologique du Garpin. Il était fréquemment là dans nos événements. Effectivement. Aussi. C'était un mordu de tout ce qui était inexpliqué. Je passais des heures et des heures à parler avec lui, soit au téléphone ou il venait chez moi. Puis on a fait un travail colossal ensemble. Et Christian, pour ceux qui savent pas qui il est, c'était le témoin de la porte dimensionnelle qu'il y a eu à Sainte-Croix.
Et je ne l'avais pas vraiment dit, cette chose-là, que je vais vous annoncer là, en grande primeur, parce que j'en ai jamais parlé. Je n'ai jamais parlé de qui était le témoin. Et c'était lui, le témoin de ce que je vais vous dire. En fait, c'est l'apparition des 2 grands gris qu'il y a eu sur le bord du fleuve, en bas de la côte, justement à Sainte-Croix. C'était lui aussi qui avait été témoin de ça. Christian était un genre de médium, si on veut. Il y avait un ressenti très fort. Il y avait des capacités que peu ont. Et ça aidait, mettons, à trouver des trucs où... mais il venait aussi sur le terrain avec moi quand il venait le moment de voir, faire des vérifications sur le terrain. Quand il y avait une apparition, ben il venait. Puis c'est ça, il a tout le temps été là. Il a tout le temps été là avec moi. Puis c'est... Ça va me manquer en tabarouette. Fait que l'émission, Christian, que je sais que tu m'entends par les ondes radio d'en haut, je te la dédie, cette émission-là, parce que ça va être très particulier. Avec le sujet dont on va traiter, ça te représente totalement. Je t'aime fort, mon chum, puis je sais que tu m'entends. Puis c'est ça. Fait que je vais essayer de pas trop embarquer là-dedans pour pas me mettre en boule, comme Steve dit. Fait qu'on va revenir à nos affaires. À nos amis. C'est ça. Donc, on va revenir à nos auditeurs. Oui, c'est ça. Donc, Carole, 30 secondes. Oui. Je voulais juste remercier rapidement. J'ai eu la chance de participer à l'émission Espace urbain à CKVL. Oui, c'est vrai. La semaine 2 jours, excuse-moi. Et puis, je vais juste prendre le temps de remercier Yann Goyer pour la magnifique émission qu'on a faite et de nous avoir donné, dans le fond, l'opportunité de parler aussi de paranormal, chose qui est, à cette façon-là, quand même un peu touchée. Donc, il nous écoute aujourd'hui. Je le salue. Je salue aussi son équipe et les amis. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux à la station. Et puis, voilà. Donc, si vous voulez écouter des sujets paranormaux, c'est le temps. Merci beaucoup. Salutations à la gang de CKVL, d'ailleurs. Oui. On est dans la même famille médiatique. Exact. Donc, je suis bien contente que tu aies passé là, que tu as eu un bon temps avec une équipe de Montréal en plus, vu que tu es en plus à Montréal. Pour toi, c'est beaucoup plus facile d'être en studio que quand c'est ici aussi. Là, c'est peut-être pas tout à fait le même concept. Bref, je vais revenir à l'émission maintenant, mais avant tout, j'aimerais ça... Jean-François, je vais te donner la parole haut la main parce que il y a quelque chose que tu fais présentement que tu n'en as pas vraiment parlé, plus ou moins. Je te laisse la chance de te dire et de dévoiler qu'est-ce que l'Adipan. Bien, première des choses, c'est une entreprise qui a quand même juste 1 an d'existence. Et vous savez, j'étais avec le Garpan avant, j'ai été formé par Yann. J'ai observé beaucoup ce qui se passe dans l'ufologie. Et puis là, je me suis posé beaucoup de questions à savoir comment on pourrait développer davantage au niveau scientifique des outils de recherche pour les fans de terrain. Donc, moi, je suis un gars qui adore le terrain, tout le monde le sait. J'aime ça me mettre les 2 pieds dans la boîte, les 2 mains dans le champ, dans la terre, puis à les crasses. Puis, j'avais le goût de créer quelque chose de complètement différent, puis innover dans l'optique des vraiment outils de recherche. Donc, l'Adipan est né de là. Ça fait déjà 1 an qu'on travaille là-dessus. On fait des investigations aussi avec la cellule d'enquête qui s'appelle le CIRSF. Donc, voilà. Donc, on a déjà 25 dossiers en cours. Il y en a qui sont déjà terminés. Donc, j'imagine qu'on devrait avoir un bilan cette année. J'attends encore quelques confirmations. Donc, c'est ça. Puis, je voudrais aussi travailler avec des témoins. Parce que je pense que l'ufologie en 2020, je pense qu'il y aura un mariage. Tu sais, on a le côté des témoins, on a le côté scientifique, mais je pense que si on doit prendre un bon résumé, travailler ensemble, puis focuser beaucoup sur le témoin, je pense que la clé est là. Puis je pense qu'il faut tester les preuves, les évidences du passé pour apprendre d'une civilisation X pour le futur. Je ne sais pas si je sais pas si c'est ton téléphone, Jean-François, mais il me semble que ça coupe ou je ne sais pas si... Ah, ça se peut, je suis vraiment désolé. Mais pas ta main sur le micro. Fait que c'est ça, fait que c'est ça l'Adipan.
Et j'ai une super équipe que je salue, que je suis très fier de travailler avec eux. Et puis, si tu me permets, cette année, la DIPAN va s'impliquer beaucoup aussi au niveau humain. Donc, tu sais, j'ai passé la journée du 25 Noël à distribuer des gants, des trucs, on a fait des sandwichs qu'on a donnés aux itinérants. Donc, je voulais aussi que la DIPAN ait une facette humaine. Donc, tout le long de l'année, on va ramasser des dons de bas, de gants, des sous aussi un peu. Puis, on va, à chaque année, dans le temps de Noël, la collecte de linge, c'est plus à longueur d'année, mais pour les sandwichs, là, on va les donner aux itinérants dans la rue. Pour moi, c'est une expérience vraiment exceptionnelle. Aider l'autre, c'est vraiment cool. Fait que c'est un peu là l'entreprise que la DIPAN va faire cette année. On va faire beaucoup d'ufologie, mais on a quand même un petit projet pour aider l'humain en général. C'est bien, c'est très, très bien. C'est très honorable de votre part, à toi et ton équipe, d'avoir fait un tel geste. D'ailleurs, si ça serait comme ça serait mieux. On se porterait mieux. La planète se porterait mieux. C'est ça. Puis je pense que c'est beaucoup le message que, si on regarde là, ce qui se fait en ufologie, c'est ils viennent nous voir. Tu sais, je vais paraphraser pas mal, là. Ils viennent nous voir, ces entités-là. Ils nous parlent, ils nous sensibilisent par rapport à l'humain, à la planète, de l'entraide. Je pense que on est rendu là. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de temps de soi pour donner à l'autre. Et puis, c'est ça. Et puis d'ailleurs, si jamais je vais avoir la chance de participer au Cité ufologique du Garpan, pour le premier avec toi d'ailleurs. Donc, je pense qu'on va aborder ce terme-là, l'ufologie en 2020. Là. Mm-hmm. Puis je pense qu'on a beaucoup de choses justement à débattre, à conclure, à peut-être projeter aussi c'est quoi l'ufologie pour les prochaines années. On a eu 50 ans d'ufologie au Québec. Qu'est-ce qu'on en a tiré de ça? Très important de se poser la question, puis où est-ce que ça s'en va comme discipline aussi? On est rendu à faire des hommages de nos ufologues que ça fait longtemps qu'ils sont là, avec dernièrement Jean Cazot le 30 novembre. Donc, oui, tu sais, on est rendu à se parler entre quatre yeux, entre des millions d'yeux, finalement. Exact. Pour spéculer sur le sujet, je pense qu'on a déjà en masse d'informations pour être capable de spéculer, puis peut-être être en mesure de s'approcher un peu de la vérité. Mais tu sais, on va trouver la vérité ensemble et non pas de façon individuelle. On peut juste trouver sa propre vérité seulement. Exact, c'est vrai. Et c'est drôle parce que je pense que pour comprendre le phénomène ovni, dis-moi Steve, ce que tu en penses, pour essayer de comprendre le phénomène, c'est d'avoir avoir toute la technologie qu'on veut. Je pense que ça commence par soi-même. Je pense que les témoins qui vivent quelque chose, c'est à eux. Il y a pas de secret avec notre ami Richard Glenn qui nous a emmenés à une certaine époque, même encore aujourd'hui, dans des chemins plus ésotériques où ce qu'on expérimente de soi-même. Le changement vient de l'intérieur. C'est nous qui doit faire un changement. Ce qui est à l'extérieur, c'est une réalité, mais c'est pas notre réalité. Notre réalité, elle se passe à l'intérieur, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on garde comme bagage des expériences de vie qu'on fait, des cheminements qu'on a pris. Exact. Et puis, je pense que, puis même, ça me donne, ça me ouvre une très, très belle porte à dire ceci. Je pense que les groupes, je pense qu'on en a tellement débattu de ça. Tu sais, dans les années 90, il y avait beaucoup de groupes, des chicanes, des ça. Je pense que là, pour le bien de l'humanité, ni plus ni moins, je pense qu'il faut que tout le monde travaille ensemble dans la même direction, même si ça implique de mettre son ego de côté par rapport. Je pense que si tout le monde collabore ensemble, ça commence par soi. Donc, même moi, c'est la direction que j'ai voulu prendre, c'est avec la DIPAN, le nourrir aux autres, parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir comprendre ce phénomène-là. J'ai toujours prôné pour ça, la paix et l'entraide dans ça, parce qu'on a toujours besoin de ça, d'aider les autres, d'aider son prochain dans le domaine ufologique. Ça serait... C'est rêvé. C'est pas rêvé, mais c'est c'est quelque chose de bien qui devrait se faire, d'ailleurs, des échanges de dossiers ou des choses comme ça. Ça aiderait à avancer au lieu de reculer comme c'est là. La façon dont j'ai monté mes dossiers, je pense pour le futur.
faut toujours dire que s'il y a des gens qui adorent l'archive, je pense à François Bourbeau, je pense à Donald Fish, que eux, ils font beaucoup d'archivage. Mais je vais monter mes dossiers en considération, puis si jamais moi, je décide de laisser la DIPAN, puis que, exemple, les enfants de Steve décident de prendre mon dossier dans 20 ans, mais que tout soit bien structuré, que les dossiers soient là, puis moi, j'ai aucun problème à ce qu'on critique. Tu me dis, excuse-moi l'expression, t'es un truc cul, tu sais pas ce que tu fais, c'est une chose, mais si tu me dis, Jean-François, ton dossier est correct, par contre, j'aurais étudié ça, ben, go, si c'est constructif, puis que ça va emmener à la compréhension du phénomène, tu peux critiquer mes dossiers autant que tu veux, j'ai aucun problème. Puis je pense que c'est ça le problème en ufologie, c'est qu'on a peur de faire critiquer. Ça, il faut que ça arrête. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Moi, c'est sûr que si tu me rapportes un tas d'insultes, c'est une chose, mais si tu me dis, moi, j'aurais peut-être fait ça comme ça, puis c'est constructif, ben go, on va le faire. Tu sais, c'est comme ça qu'on crée, qu'on développe, qu'on apprend. Effectivement. Everyone achieves together. Knowledge is power. Hey, on est au Québec, c'est. Parle français. On me fait taper les doigts. Là, je vais revenir à l'actualité ufologique, justement, ou tout ce qui se passe scientifiquement parlant. On a tous vu passer une vidéo, ou presque. Si vous ne l'avez pas vue, ça serait intéressant à regarder. SpaceX. Là, je vois mon Steve avec le sourire pendu jusqu'aux oreilles. Steve, j'ai montré la vidéo à Steve qui l'avait déjà vue, justement. J'aimerais ça... C'était pas la seule, en plus. C'est depuis que c'est starté. Non, c'est ça, justement. Je pense que c'est le site qui fait ces vidéos-là de faux lancements. Hein? J'affirme. Non. C'est les images officielles qui viennent de SpaceX. C'est juste que ça a été enregistré en live. Puis ils se sont pas rendus compte qu'il y avait une bestiole qui se promenait dans un fuselage qui est supposé d'être à 3000 degrés Celsius et plus, dans une zone où il n'y a plus d'oxygène. Mais la souris, elle se promène comme si elle cherchait son petit bout de fromage. Ah, d'accord. Là, l'as-tu vu, Jean-François, de ce dont on parle? Non, non, mais... Je suis occupé que je l'ai pas vu, mais peut-être faire un petit topo pour les gens comme moi qui l'ont peut-être juste pas vu, peut-être? Ben, regarde, je vais reprendre le lien que Carole m'a envoyé. Je vais le poster directement sur la page de Zone Parallèle. Les gens vont pouvoir aller voir par eux-mêmes le fameux petit vidéo. Mais juste pour mentionner, c'est depuis les débuts de SpaceX... j'écoute depuis le début chacun des lancements live, soi-disant live. Ah ben oui, moi je croyais à ça comme une belle tarte, moi là, parce que je m'en disais. Puis en plus, je partageais ça, ces affaires-là, pour me rendre compte que tabarouette, il y a des souris qui se promènent dans un lieu où ce que normalement ils seraient calcinés. Ça fait à plusieurs reprises depuis quand ils ont envoyé la voiture Tesla, ça a été l'enfer, le nombre d'erreurs, d'images, de façon que c'est éclairé, que c'est parce que tu as une seule source de lumière qui se déplace pas là. Mais je comprends pas une affaire. Par exemple, parce que là, présentement, Jean Cazot est en Floride et il a pris des photos d'un lancement de SpaceX, le dernier qu'il y a eu en janvier. Lui, là, il l'a vu, il l'a pris en photo, mais donc c'est pas la même chose qu'il montre en studio. C'est pas parce que t'envoies des feux d'artifice dans le ciel qu'il y a quelque chose qui est sorti de la planète, là. Oui, mais par contre, toutes les espèces de chapelets qu'on voit, ils partent d'où? Ben, par Cap Canaveral, en général. Là, mais non, mais c'est ça. On les voit, ces lumières-là de SpaceX, de toutes les je remets pas en question l'existence des satellites. Ce que je remets en question, c'est l'utilisation des satellites. On nous fait croire que c'est pour une certaine chose, quand que, bon, c'est mon opinion personnelle, servent à autre chose, parce que la majorité des communications passe pas nécessairement par les satellites. La majorité des communications passent sous les mers par de la fibre optique. Juste à faire une petite recherche sur Internet, cherchez le beau documentaire 10 000 câbles sous les mers et vous allez découvrir le monde de la communication, comment que ça marche pour de vrai. Oui. Mais je trouve ça épouvantable de voir. Là, c'est pas parce qu'on fait de la conspiration. Là. Non. Je sais que j'ai mon petit côté conspirationniste en dedans, comme n'importe qui. C'est simplement se poser des questions, comme chaque être humain va se poser des questions sur ce qui se passe sur la planète, comment que les choses fonctionnent. Tout simplement. Sérieusement, là, c'est mon cousin Michel Plante qui m'a envoyé la vidéo, puis j'ai fait comme, ben voyons. En passant, salut Michel. J'ai fait, ben voyons non. C'est une souris
On voit vraiment clairement une souris passer sur le fuselage. Puis j'ai dit, il est supposé être en vol. On voit la planète au loin, supposé. Parce que c'est comme s'il était rendu vraiment très haut. Là. Comment est-ce qu'une souris peut toffer là? Ça avait dépassé très facilement les 30 000 pieds dans les airs. Tu es en train de rentrer en haute atmosphère, au niveau de comment on appelle ça? Pour être capable de mettre un objet en orbite. Oui. C'est quand même assez haut. Mais à la vitesse que ça va, me semble que même pas. Au décollage, la souris serait grillée. Mais admettons qu'elle grille pas parce que ça serait congelé tout le tour. Ou est-ce que. Admettons que ça serait juste tiède, là. C'est parce qu'elle aurait pris le bord, c'est un méchant temps, là. Elle aurait même le temps de sortir, elle aurait crevé tout de suite, elle aurait dû geler instantanément sur place. Donc, on aurait vu un bloc de glace se détacher du fuselage et fondre dans le temps de le dire. Non, mais c'est ordinaire. Mais je me demande, je ne doute pas que SpaceX envoie des trucs, par contre, parce que, comme j'ai dit tantôt, le chapelet ou la grappe qu'on voit passer avec les 60 satellites, ça a été vu, ça a été filmé, Est-ce que, justement, comme tu dis, ça fait-tu en sorte qu'on est comme... Je remets pas en question notre présence dans l'espace. Ce que je remets en question, c'est ce qu'on nous présente comme étant public. Tu sais, c'est quoi qu'on nous présente comme histoire comme de quoi qu'on va dans l'espace, que bien des fois c'est ridicule, qu'on nous ment totalement quand la réalité est totalement différente à ces endroits-là. Je comprends aussi que la population n'est pas toute prête à savoir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de notre planète, mais à un moment donné, ça va faire de nous prendre pour des valises. Mais là, même des valises, on nous prend des sans-dessins. C'est tout simplement ça. On n'est pas cabochon à ce point-là. OK, oui, il y en a qui croient pas à l'existence extraterrestre ou tout ce qui peut être inexpliqué. Pour eux autres, c'est vraiment sorti de nulle part puis qu'on voit des licornes à pois rouges puis tout, là. Je le sais, je me l'ai fait dire ça, puis que je serais peut-être schizophrène ou des... voyons donc. Jusqu'à temps que cette personne-là vive quelque chose dans sa vie, que ça soit tragique ou que ça soit quelque chose, un événement heureux, mais qui va venir vraiment le chercher au fond de ses tripes. Là, il va comprendre. Là, il va comprendre qu'il y a autre chose, qu'il n'y a pas juste le monde qu'on voit avec nos yeux et qu'on ressent avec notre peau. Il y a autre chose de plus. J'ai de l'air fâché quand je parle de ça, là. Mais ça me fâche de voir qu'on les gens nous prennent pour des caves. C'est pas se fâcher, c'est l'émotion. C'est des choses qui nous passionnent parce qu'on l'a vécu, parce qu'on le sent à l'intérieur de nous. Tu sais, c'est plus fort que nous. C'est nos émotions qui sortent parce que on vit ces moments-là. On fait pas juste les vivre en tant qu'acteur, comme un spectateur. On les vit, on les ressent à l'intérieur de nous. Puis il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui a vécu cette expérience-là pour les comprendre. Puis il n'y a rien de mieux pour quelqu'un qui les a vécues, encore une fois, pour comprendre ceux qui nous en parlent. C'est pour ça que je fais ça, ce genre de on va dire, métier. Métier, il faut être payé pour un métier, mais non, c'est une passion. Ouais, d'une certaine façon, on est payé pareil. Moi, je suis payé par le cœur, on va dire. Par la reconnaissance, tout simplement. Exactement, de la confiance que les gens nous apportent. Parce que moi, quand quelqu'un me confie ce qu'il a vu, son témoignage, je suis honorée qu'il pense à m'en parler à moi. En partant, c'est une preuve, une marque de confiance. Puis effectivement, les gens qui comprennent, qui vivent quelque chose, ils ont peur d'en parler pour pas passer pour fous, mais je les comprends parfaitement. Pas tous. Vraiment, pas tous. Vraiment, il y a des gens qui ont parlé de leur propre expérience et il y en a qui ont marqué la scène comme des gens importants. Mettons du Padre Pio pour les gens qui ont déjà connu. Ben oui. Nos invités d'aujourd'hui vont justement en parler tantôt. Après la pause, on va garde, on peut faire une petite pause. Après, présenter nos invités parce que là, ils sont là à nous écouter, mais j'ai hâte de les présenter parce que ça va être... Moi, j'ai hâte de les entendre. Présenter pour les entendre, c'est clair. Ça va être des révélations qui vont être faites. C'est un sujet qui me touche parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On va parler de Chico Xavier. C'est vraiment... Ouais, Xavier. Il y en a qui vont dire Chico Xavier pour ceux qui sont en français, qui ne savent pas comment le prononcer. Bref, ce qu'on va faire, on va aller à la pause. On vous revient tout de suite après pour présenter nos invités.
À tantôt. De retour en studio avec nos invités aussi que je vais vous présenter à l'instant. Là, il y en a un qui vient de nous quitter quelques instants, mais c'est pas grave. On a Martin Giannetta qui est avec nous, qui est notre scientifique qu'on a déjà invité d'ailleurs à l'émission, mais qui était aussi le 30 novembre à l'hommage à Jean Cazot, qui a fait une conférence de 30 minutes. Ça a été encore une fois excellent parce que je trouve ça le fun de voir qu'un scientifique s'intéresse à ces phénomènes-là. Ben, si on se base à la signification du mot science, ça veut dire expérience. Ouais. Et tout le monde peut expérimenter. Exactement. On n'a pas besoin d'avoir de diplôme pour expérimenter. Non, effectivement. Moi, si je vois un ovni, j'ai pas de diplôme là-dedans là, qui fait comme tu as le droit de voir ou de pas voir. Là. C'est tout simplement ça. Mais en même temps, nous avons aussi, pour une première présentation, c'est César Augusto Zévé plutôt. Je le dis bien correctement. Excuse, ton micro, je pense qu'il était... Vas-y. Oui, c'est bien correct. Ah, vous avez correct. bien prononcé mon nom. C'est pas facile. Non, Martin il est de retour en studio. Bonjour, Martin. Bonjour. Ben voyons, pourquoi que ton micro... vas-y donc encore. Oui, bonjour, Carole. J'avais pas le bon. Ah, t'as pas pris le bleu. Je cherchais le... Non, il se promène un petit peu, celui-là. OK. Ah, tu viens de me rendre... Ça m'a tout perturbé, ce mélange-là de micro sur la table. Donc, pour faire la connaissance de César Augusto Zévé, tu es brésilien de naissance et ça fait 11 ans que tu es au Québec. Exact. Et je vais avoir une question pour vous deux en partant, mais je veux avoir la version de Martin avant. Oui. Ensuite, je vais avoir ta réplique pour voir si ça correspond à ce que Martin va dire, voir à savoir si la compréhension est la même. Donc, Martin, dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a amené, vous, ici, à venir vivre au Québec? Moi, je suis venu au Canada en 1983, mais je suis d'abord allé à Regina pour enseigner l'informatique. Il y avait un manque de professeurs d'informatique et moi, j'avais travaillé dans un laboratoire de Philips, mais je voulais enseigner et je suis resté 3 ans à Regina et puis je suis venu à Québec. Voilà. OK. Tes origines? Moi, je suis né en Belgique, mais de parents polonais. Okay. Et mes origines sont... C'est pour ça que j'ai un nom polonais bizarre. Oui, je ne l'ai jamais dit au complet, parce qu'on dit Martin Giannetta, je me limite à ça, parce que c'est Polski. Polczynski. Polczynski, tu vois, je ne sais même pas comment le prononcer. Fait que c'est toute une façon de l'écrire aussi, que c'est peut-être pas facile pour tout le monde. Bref, et vous, mon cher monsieur? Ben, moi, j'ai pris connaissance de la possibilité d'immigrer ici au Québec en 2006. Et là, j'ai commencé à faire des démarches, tout a bien marché. Et j'ai pensé, bon, pourquoi pas aller? Au Brésil, c'est un beau pays pour vivre, mais il y a des problèmes de violence. Et ça m'inquiétait avec ma famille. Et là, le Québec invite les gens à venir vivre ici, travailler, ou même de faire des investissements. Okay. Pour ça que j'ai pris connaissance avec un agent d'immigration qui faisait des rencontres. J'ai fait toutes les démarches, tout a bien été, tout est bien passé et j'ai arrivé ici en 2008 et je suis bien content d'être là. Je pense que c'est très bon de vivre ici. Les gens sont très chanceux de vivre ici pour la réalité que j'ai vécue au Brésil. Il s'en passe des trucs beaucoup au Brésil et tout dans l'Amérique latine. Il y a énormément d'apparitions ou de choses inexpliquées. J'ai l'impression que vous êtes juste à ce coin-là, à lui seul. Pour moi, vous êtes une porte. Oui. C'est une porte dimensionnelle. Bien sûr. Je ne sais pas, il y a quelque chose de particulier chez vous. Au Brésil, je peux vous dire que nous sommes peut-être privilégiés dans cette façon-là parce qu'on a eu beaucoup de grands médiums qui ont nous apporté énormément de connaissances de la vie après la mort, de la vie extraterrestre et des choses comme ça qui nous peuvent, qui nous rendent beaucoup plus
conscient de qu'est-ce que c'est la vie dans notre monde. Eh, mon Dieu, vous autres, vous vivez dedans comme si vous étiez tombé dedans quand vous étiez petit. Nous, ici, on parle de ça, puis c'est comme, C'est ça, été C'est vrai ici. ce que tu dis. C'est ça, puis On dirait que là-bas, les médias ont une tendance à juste présenter. Il y a une observation d'OVNI qui est captée sur vidéo. On va le présenter au journal télévisé. Ça va être vraiment le public qui va décider un peu qu'est-ce qui va... si c'est vrai ou si c'est faux, oui, c'est ça. C'est ça. Et il y a aussi beaucoup le fait, et corrigez-moi si j'ai tort, je serais curieux d'avoir votre point de vue là-dessus. Il y a toujours ce mythe-là de ces dieux qui sont descendus, qui nous ont créés. Est-ce que c'est un peu la même chose dans votre secteur? Ben, attends, César, avant de répondre, parce qu'il y a une chose que j'ai pas dit encore, parce que j'ai présenté Martin comme étant un scientifique, mais toi, on t'a pas présenté réellement. Donc, tu es un théologue spirit. Exact. Donc, ça fait partie de... Ça fait depuis 2006 que tu es là-dedans. Exactement. Le ministère de l'Éducation au Brésil a donné l'autorisation pour une université ministrer les cours de théologie et spirit au Brésil, un premier en 2003. Et j'étais dans les premiers groupes et je me formé en 2006. C'était tout un premier au monde. Là. Je pourrais dire que je suis formé dans la première tourne des théologues et spirit au monde en 2006. Oh, wow. Mais vous autres, la différence, et là, elle était ma question pour Martin d'abord et ensuite avec ta version à toi. Pour toi, Martin, le spirit, oui, c'est quoi? Comme je l'ai déjà dit à une émission précédente, la chose qui a changé pour moi, bon, j'ai eu une éducation catholique tout à fait traditionnelle, mais j'ai découvert à 15 ans la revue Planète. Et c'est elle vraiment qui m'a ouvert la porte à toutes sortes de choses. Okay. Et depuis ce moment-là, je m'intéresse au paranormal, à l'ésotérique, etc. Mais j'ai surtout eu une expérience très très forte d'avoir le sentiment d'une liberté intellectuelle. C'est-à-dire qu'aucun système, quel qu'il soit, qu'il se dise scientifique, religieux, politique, économique, n'est tel que je deviens esclave de ce système. J'ai toujours mon libre arbitre. Et bien entendu, comme les phénomènes paranormaux sont très nombreux, très diversifiés, en cherchant, puisque je suis par nature un intellectuel et quelqu'un intéressé par les livres, c'est dans le spiritisme que j'ai retrouvé, le spiritisme tel que Allan Kardec l'a codifié, que j'ai retrouvé la plus grande systématisation. C'est que ces phénomènes qui ont l'air tellement disparates et tellement bizarres et tellement trucs, ils trouvent une unité et une cohérence. Et pour un scientifique, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant de retrouver une cohérence dans l'ensemble de ces choses. Mais évidemment, je n'ai pas la culture que mon collègue a, puisque lui a vraiment étudié. Ben, c'est ça. Mais justement, donc, ta version à toi du spirit et du spirituel? Oui. Ben, le spirituel, c'est simplement la croyance en l'âme, en la vie après la mort. Et en fait, presque toutes les religions, la religion sont en fait spirituelles. Le français est privilégié justement à cause d'Allan Kardec parce qu'il a deux mots différents. Les Anglais confondent spiritualisme, c'est à la fois croyance aux âmes, et spiritisme, qui est beaucoup plus que ça, c'est croyance en la vie après possibilité, oui, mais possibilité de communiquer avec les décédés et réception d'une doctrine systématisée qui justement fait l'objet de la doctrine spirit telle que Allan Kardec l'a codifiée, qui était un grand pédagogue français. Et alors la chose absolument incroyable dans le spiritisme, c'est qu'au lieu, comme la plupart des religions, ils ont un fondateur, ça peut être Bouddha, ça peut être Mahomet, ça peut être Jésus, et après, sa doctrine est un peu émiettée, déformée, etc. Dans le cas du spiritisme, l'idée géniale de Allan Kardec, c'est que il posait des questions à travers beaucoup de médiums différents, à des esprits élevés, recoupait les informations. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est le codificateur, pas l'inspirateur ou le gourou, le codificateur du spiritisme. Et il n'y a rien qui empêche évidemment de continuer ça, c'est-à-dire s'il y a de nouvelles questions que nous voulons, ben, nous posons des questions, nous recoupons, nous vérifions. Et il y a évidemment beaucoup de phénomènes
tangibles qui se sont passées, des matérialisations, des apparitions, de la psychographie, enfin une 80aine de formes de médiumnité différentes par lesquelles l'information des mondes, disons, des autres plans d'existence, des autres plans vibratoires, où se trouvent justement les décédés, les anges, les démons, peuvent venir jusqu'à nous. Donc, en tant que scientifique, tu crois à l'existence de tout ça? Non, je ne crois pas. Je suis sûr. C'est-à-dire qu'un scientifique ne croit pas. Par exemple, je suis mathématicien. Une fois que j'ai compris les preuves et tout ça, je n'ai plus besoin de croire. Je sais. Évidemment, ce n'est pas de l'arrogance. Hein. Non, il faut parfois réviser ses connaissances, mais en gros, on sait où on s'en va. Et pour ma part, personnellement, je suis convaincu qu'on a déjà fourni des preuves de l'existence après la mort, acceptables par les scientifiquement. C'est l'expérience de Myers, où il a, c'est le truc des correspondances, pendant une 20aine d'années, à travers différents médiums, dans différents pays, etc., il a rassemblé comme des pièces d'un puzzle, donc chaque médium donnait certaines choses, et puis en mettant les pièces du puzzle ensemble, on avait des informations très précises sur différentes choses qui se trouvaient dans ses papiers, dans sa bibliothèque, chez lui à la maison, après sa mort, qu'on pouvait après vérifier que c'était effectivement que sa conscience personnelle avait survécu à la mort et était capable de donner des renseignements vérifiables, mais pas juste par une personne qu'on pourrait dire, oui, il a été de mèche avec cette personne, mais par un ensemble de personnes qui individuellement ne pouvaient pas savoir de quoi elle parlait parce qu'il fallait recomposer ces informations et puis on pouvait se rendre compte que effectivement, on pouvait vérifier, avoir des choses parmi ces papiers, parmi les nombreux documents et objets qu'il avait laissés. Moi, j'ai une question, Carole. Oui, vas-y. Parce que, bon, les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, bon, les neurologues, les médecins, ceux qui constatent les décès, on voit beaucoup qu'il y a la mort. Quand il y a accident ou un décès, on regarde la mort en général, il y a toujours la mort cérébrale et il y a la mort physique. Donc, quand on dit, parce qu'il y a des gens qui vont vivre l'expérience, qui vont juste sortir de leur corps, il y en a d'autres qui vont voir la lumière, il y en a d'autres qui vont avoir une expérience dans leur vivant ou qui vont se faire tirer vers les enfers. Le corps va rester très fixe et l'âme va réintégrer le corps après, il va y avoir changement de la personne. On dit que la tête, une fois coupée par une guillotine, peut voir, être conscient quelques secondes après. Donc, comment qu'on se retrouve dans ce processus-là de dire, moi, ma mère est morte dans mes bras, là, j'ai senti une énergie quitter le corps. Où est-ce qu'on se situe vraiment dans toutes ces histoires depuis des années, là, de dire, OK, l'âme fait ça, lève le corps, il y a élévation, on voit la lumière et on s'en va au paradis ou on s'en va en enfer ou aucune des deux. T'sais, comment on se retrouve là-dedans? Mais, tu sais, juste de même, là, pour que moi, j'ai déjà vécu un EMI, je sais ce que c'est, je sais ce que je vois depuis ce que je suis allée de l'autre côté. Je peux pas dire que jusqu'à où je sais que tu peux voyager d'un endroit à l'autre, c'est comme une forme de rêve, si on veut, ou d'un voyage astral, ou un vol de nuit, comme dit si bien mon ami Jean Cazot. Mais quelqu'un qui va de l'autre côté, qui revient pas, il peut pas te le dire, à moins que tu rentres en communication avec cet être-là. Sinon, et tu peux pas le voir, à moins de te demander des images. Ce que j'ai fait avec ma chum, qui est décédée l'an dernier, Carole Gertin, que je salue d'en haut, ma chère amie, et complice adorée, c'est que j'avais demandé à Carole de m'envoyer des images de ce qu'elle voyait, ce qu'elle fut, la nuit même où je lui ai demandé, et ce qu'elle m'a dit, par quoi qu'elle voyageait d'un lieu à l'autre, la vision qu'elle m'a donnée, qu'elle m'a envoyée par rêve, c'est comme si on voyageait à travers, elle appelait ça un tube. Elle me disait qu'elle voyageait à travers un tube, mais qu'il y avait plusieurs boules tout le tour. Le tube était entouré de lumière, de boules de lumière, et c'est
de plusieurs grosseurs. Et elle m'en montrait des boules d'à peu près 2 pieds de diamètre, d'autres d'à peu près 18 pouces, d'autres d'à peu près de 6 pouces. Tu sais, c'est comme... Mais il y en avait autant des minimes aussi. Mais le tube était formé de ces lumières-là et qu'elle traversait d'un chemin à l'autre et pouvait aller sur le bord de la plage, voir la mer et revenir sur place en passant par ce tube-là. Puis c'est fou, là. Si tu es capable de demander à un être décédé de montrer ces images-là, je confirme, ça se fait. Puis j'ai une véracité là-dedans parce que je le sais. Ce qu'elle m'a montré, je sais que c'est ça. Parce que j'ai vu ça. C'est la même chose que quand mon conjoint est décédé, la veille, j'ai vu ce genre de tube-là, que moi j'appelais une corne d'abondance parce qu'elle avait une forme de corne parce qu'elle commençait grosse et terminait petite, mais je voyais pas la fin. Ça tournait, donc ça donnait l'effet d'une corde d'abondance, mais c'était pas le cas, c'était un tube. Puis c'était entouré de lumière et d'énergie, faisceaux lumineux, d'énergie dorée, il y avait toutes les couleurs. Mais ce que Carole me montrait, c'est identique à ce que j'ai vu. Mais là, c'était comme si je venais d'avoir en vidéo dans mon écran mental. Ça, c'est assez weird comme phénomène. C'est de toute beauté à voir. Mais encore là, qui va où, on le sait pas. Tout dépendrait peut-être de ce que tu as fait dans la vie pour mériter ce que tu vas avoir, là. Si tu as été dans une méchanceté incroyable, tu risques d'en manger une maudite, mais que tu arrives de l'autre bord, ou tu vas partir en poussière, ou ben non, tu vas disparaître pour pas que tu reviennes, justement, parce que tu as été trop méchant ou mesquin, ou peu importe. Peut-être que c'est ça aussi. C'est encore là une supposition, parce que je suis revenu à la vie, mais je suis pas resté assez longtemps de l'autre côté, mais pour voir tout ça. Mais par contre, j'ai cette capacité-là, des fois, de voir certaines affaires que d'autres ne voient pas. C'est comme si un petit piton qui s'est allumé en moi depuis ce retour-là. Mais je fais de même. J'ai grandi comme ça, puis pour moi, ça, c'est normal de vivre comme ça. C'est un chemin qui nous choisit à ce moment-là, un peu comme le chemin qui a été choisi par... qui a choisi Chico Xavier. Exactement. Exactement. Là-dessus, là, tantôt, j'ai demandé à Martin sa version de spirituel, Spiritus Sanctus, etc. Mais là, c'est autour de César. J'aimerais entendre ta version. Et c'est quoi pour toi, le spirit et le spirituel et tout ce qui en vient? C'est la différence? Ben, le spirituel, ça rajoute tout c'est la croyance que la vie continue après la mort. Sauf que c'est tout mélangé, c'est pas bien clair. C'est ça les spirituels. C'est pas que ce soit pas bon. Mais la doctrine des esprits, c'est plus précise. C'est quoi la communication avec les gens qui sont morts? Le spirit, ça, là. Le spiritisme, exactement. Okay. C'est quoi la réincarnation? C'est quoi la loi d'évolution? C'est quoi la loi des actions et réactions? C'est beaucoup plus aussi comprendre c'est quoi l'évangile de Jésus. C'est quoi le message de Jésus? On va beaucoup plus profondément dans les paroles de Christ pour savoir tout ça et qu'est-ce que ça vient nous chercher. C'est quoi qu'on va atteindre après la mort avec notre action ici dans ce monde-là. Ouais, c'est ça. Parce que la Bible, toute religion confondue, peu importe laquelle, que ce soit les prêtres ou les imams ou peu importe, tout ce qui circule comme côté religion. Et je comprends pas une affaire, c'est qu'il y a un Dieu. Il n'y en a pas 50. Oui, là. Exact. Il y en a un créateur. Ouais. Ben, je dis créateur, on n'est pas fait en pâte à modeler, là. Mais je veux dire que il y a c'est correct, c'est Dieu. Il y a un créateur, mais il y a tellement de versions multiples. Ben. Puis tout le monde s'ostine entre religions. C'est nous autres qui avons raison. Vous êtes des fous, c'est nous autres qui avons raison. Nous, Dieu nous dit de faire ci, nous autres, Dieu nous dit de faire ça. Je dirais que chaque religion, c'est une sorte d'aliment spirituel. Okay. Chacun est capable de faire la digestion d'un aliment spécifique. Si vous donnez, par exemple, un morceau de viande à un petit bébé, ça va marcher pas. Ça marche pas. Okay. Comme si donne une autre chose à un adulte, une nourriture de bébé, ça marche pas non plus. Okay. Alors, chacun va chercher sa nourriture spirituelle parce que notre esprit a besoin de cet aliment-là qu'on peut trouver dans un livre, dans une action de charitable, dans la religion.
Ça fait que la religion, c'est un aliment spirituel. Qui dit, mais j'ai aucune religion, c'est comme une personne à peu près affamée. Parce qu'elle va chercher dans des autres endroits et ça se peut que là, elle va déraper. Mais chaque religion, c'est un aliment spirituel. OK. Mais je dirais, Jean-François, ça répond-tu à ta question? Jean-François, si je pourrais vous dire là, quelque chose sur la mort, je dirais que mourir, c'est biologique. Tout le monde va mourir. Se détacher du corps, c'est une question de compréhension, conscience et des questions morales. Par exemple, un suicide, quelqu'un qui met fin à ses jours, probablement il va passer plusieurs semaines, même des mois, attaché à son corps. Il va ressentir la décomposition, peut même ressentir s'il passe pour une crémation. Il va avoir beaucoup de problèmes à l'avenir. Parce qu'en détruisant son corps, probablement il va retourner comme un enfant handicapé. C'est la première fois que je l'entends, celle-là. Oui. Oui, c'est ça. C'est pas mal ça. En fait, ma question, c'est avec toutes les versions, quand on parle de la mort physique, la mort neurologique, est-ce que dans toutes ces années-là de recherche sur la vie après la mort, on a, là je parle pas de ce qu'on entend en général, mais est-ce qu'on a été capable d'identifier un pattern précis qui vient justifier l'ensemble de toutes ces visions, de ces expériences qu'on peut vraiment dire, c'est ça, là, parce que je veux dire, notre âme, moi je crois à la réincarnation, je dirais qu'à quelque part, faut évoluer. Je pense qu'on est des êtres spirituels en premier qui avons une expérience physique pour évoluer sur cette terre-ci. Moi, je considère la Terre comme un gros laboratoire volontaire. Là, oui. Peu importe si on donne crédit à Dieu assis sur un trône avec une grosse jaquette avec la barbe de ski, ou qu'on peut dire que, bon, c'est les fameux les Néphilim, ou que ce soit le mot me manque, Zacharie Sétou m'en avait parlé, des Sumériens qui étaient descendus de la planète Nibiru, qui avaient travaillé sur la planète, qui avaient à une partie de l'évolution créée. T'es en train de parler de Enki et Enlil. Exact, c'est ça. T'sais. Fait que c'est la version de Dieu, la création est tellement diversifiée qu'on est très facile de faire là-dedans. Ben, je dirais pour vous que quand on parle, par exemple, des scientifiques, qu'est-ce que c'est l'univers, qu'est-ce que c'est Dieu, normalement, les scientifiques vont dire, bon, l'univers, c'est parti à partir d'une explosion, c'est le Big Bang. Sauf qu'il faut se demander une question, comment pourrait avoir une explosion, comment pouvoir quelque chose s'il n'avait pas des lois de la physique? C'est qui a créé les lois de la physique? Mais alors, on fait référence au champ unitaire, justement à la particule de Dieu, oui. Qui a été l'intention dans l'univers qui rit tout ce qui nous tient en place aujourd'hui. À moins que je me trompe. Ben oui, c'est correct, c'est bien correct ça. Parce que Dieu, nous ne sommes pas capables de rentrer dans l'intimité de Dieu, mais on peut comprendre ses attributions. Parce que pour arriver à Dieu, vraiment, il y a un gros chemin à faire. Ça, je n'ai pas de doute. Là, j'ai reçu un texto qui dit que, je ne sais pas si, en tout cas, la personne me dit qu'elle n'est pas d'accord avec votre version de quand une personne qui se suicide va ressentir après sa mort, qui se suicide reste après sa mort, près de son corps. Je ne sais pas, je sais que j'ai reçu des médiums qui ont parlé de différentes façons. C'est pour ça, tantôt, je disais, c'est la première fois que j'entends cette version-là. D'ailleurs, si tu te rappelles, excuse-moi, Carole, quand on avait fait l'hommage à Jean Cazot, la médium qu'on avait... Effectivement. Elle avait dit justement que pour eux, ils le ressentaient et c'était plus dur pour eux de passer de l'autre côté. C'est ce qu'elle disait? Oui, c'est ça, elle avait mentionné ce genre de choses. C'est ça. Mais de là à ressentir tout, peut-être, parce que dans... Oui. Ça va ressentir. C'est parce que tu n'as plus de corps. Tu n'es pas censé sentir mais rien. Mais vous n'êtes pas assez libéré du corps. C'est un peu la même chose qu'une personne qui se fait couper le bras, puis que ça fait déjà 4 mois qu'elle n'a plus son bras, puis elle sent encore son bras. Okay. Comme je dis, je lis beaucoup de livres de Chico Xavier, qui c'est les grands médiums au Brésil. Et les livres de Chico Xavier et même des autres médiums,
Il raconte vraiment les terreurs qui va passer en personne qui mettent fin à ses jours volontairement. Ah, ben, est-ce que ça comprend ceux qui... Parce que moi, j'ai un petit peu de misère, moi aussi, avec ça, parce que ça fait 2 personnes, 3 même, qui demandent l'aide médicale à mourir. C'est pas un suicide en tant que tel, mais calculé comme... Parce que les gens vont dire que c'est comme ça. Mais quelqu'un qui demande l'aide médicale à mourir peut... Hey, ça n'a pas de sens, là. C'est une bonne question, ça. C'est considéré comme un suicide. Si je pourrais vous répondre, là, je dirais que rien arrive par hasard. Si la personne est en train de passer pour une grosse maladie avec beaucoup de souffrance, il faut se questionner d'abord, mais est-ce que si j'arrête cette souffrance-là, est-ce qu'elle va vraiment arrêter après la mort? Parce que la question, les gens voient simplement la vie physique, mais la vie physique, elle arrête avec les corps, mais pas les conséquences. Je dirais pour les gens qui demandent l'aide à mourir, soyez un petit peu plus patient et évite ça parce que ça peut avoir des gros problèmes après la mort. OK. Oui. Parce que, en tout cas, moi, ça me ferait de la peine pour ce monde-là. Ben oui, on a la peine, c'est sûr, mais si on s'était capable de comprendre qu'est-ce qu'on a fait en vie passée, tous les crimes ou la souffrance qu'on fait subir les autres, je dirais que notre souffrance, c'est une fraction de ce qu'on a fait les autres. Mais moi, je me dis en même temps, c'est pareil comme quelqu'un qui va faire un voyage astral. Là. Il sort de son corps, il peut voyager d'un endroit à l'autre, mais il ne sent pas la douleur, il ne sent pas rien. Moi, dans ma tête, c'est comme ça. Non. Je sais pas, tu sais... C'est drôle que tu mentionnes, Carole, si tu peux me permettre, tu te rappelles de je t'avais conté mon expérience. Oui, Ce que j'interprète comme étant ma mort à moi. Oui. Il faut prendre en considération dans l'expérience que j'avais consommé quelque chose de chimique, de très fort. Et, contrairement, je n'avais pas été vers la lumière. Moi, j'avais été en suspens, vraiment, dans la chambre de l'hôpital. J'étais en suspens devant mon corps et je voyais tous ces docteurs-là et ces infirmières-là qui travaillaient sur la réanimation de mon corps. Mais j'étais conscient de tout, là, autant j'étais conscient qu'il y avait une chenille sur l'arbre qui était à l'extérieur et je comprenais le pourquoi qu'elle avait son rôle dans l'univers qui était aussi important que le criminel qui avait fait quelque chose à 3 coins de rue. J'étais conscient de tout. Et dans mon énergie, j'appartenais à l'univers et j'étais dans une plénitude tellement intense et je n'ai pas voulu. J'étais bien, là. Pour moi, il n'y avait aucun doute sur ce que je vivais. Oui. Et la seule chose qui m'a fait revenir à mon corps, c'est de voir l'émotion de mon père, de découragement. Puis dans sa tête, je ressentais dans sa tête, ce qui roulait, c'est Seigneur, je ne veux pas enterrer mon garçon. Et ça m'a fait réintégrer. J'ai eu un choix à faire. Est-ce que je retourne ou je pars de l'autre côté? Et il y a quelque chose qui m'a dit non, c'est pas ton temps, tu as quelque chose à accomplir. C'est venu noir automatiquement et la réintégration de mon corps après mon expérience, ça a duré 1 semaine. Je voyais en noir et blanc. Juste lever mon doigt, c'était douloureux. On dirait que mon âme se réhabituait à mon corps. Donc, c'est vraiment très spécial quand même. Ça vient un petit peu appuyer, ce que vous faites. Oui. Tu vois, j'ai reçu un autre commentaire qui dit que ben voyons donc, les personnes qui se retrouvent en fin de vie, c'est les médecins qui mettent fin à ces jours avec de très fortes doses de morphine. Oui, en quelque sorte, mais pas tout à fait. Et c'est pas une mort naturelle ou de la morphine qui finit par détruire le cœur. Et c'est comme ça depuis des décennies. En fait, parce que faut faire aussi une distinction. On est en train de parler de la portion psychologique et de la portion spirituelle. Là, on s'attarde à la portion physique, que la médecine est déjà là amplement pour nous expliquer la décomposition du corps. En dehors du fait qu'on a un corps physique, on a aussi un corps éthérique. Donc, on fait référence au lien entre ces deux corps-là qui nous permettent de vivre une expérience humaine. Donc, oui, il y a des choses, le phénomène
de quelqu'un qui tente de se suicider, c'est parce que quelque part, il y a déjà aussi un détachement de ces deux corps-là c'est déjà entamé avant d'en arriver à cette étape-là. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont contre ça, justement, le fait de faire, d'acquérir ou de prendre cette... Mais je pense qu'à quelque part, c'est le désir d'arrêter de souffrir. Tu sais, je veux dire, si je regarde, je vais prendre un exemple, mes deux parents, ma mère, dans son cancer, elle a pris elle a été catapultée aux soins intensifs, puis ils ont donné de la morphine, jusqu'à temps elle est partie, comme on dit, doucement, oui, mais avec de la morphine, tandis que mon père a décidé de mourir à la maison et de se laisser déshydrater de lui-même. OK, il a choisi ça, mais dans le fond, ça aussi, s'il a décidé d'arrêter de manger, c'est une forme de suicide. Parce que tu te dis, je sais que mon corps va sécher, peu importe la mort, peu importe. Les méthodes, comme la personne qui vient de me dire, sachez que la morphine, le patient vivrait plus longtemps. Donc, c'est une forme d'euthanasie. Oui, ça se fait en 3 étapes, ces trucs-là. Hein? Mais bref, là... À un moment donné, là, les infirmières, excuse-moi Carole, là, les infirmières le savent. Quand tu travailles dans le domaine de la santé, moi, je me rappelle très bien une infirmière qui vient me voir, qui me dit, là, tu appelles. Ma mère elle était déjà sur la morphine, puis elle recevait, je pense, 4 ou 5 doses. Oui, c'est ça. C'est déjà une surdose, le fait qui fait que le cœur te pète à un moment donné. Là, elle me regarde, elle dit, écoute, il est 3h et quelques, elle appelle la famille parce qu'on lui donne une dernière dose. Et elle me l'a dit, elle a dit, ta mère s'en va. Et je me rappelle, à ce moment-là, avoir été complètement fâchée. Je voulais y arracher la tête. Je dis, qui toi pour me dire quand est-ce que ma mère va partir? Mais c'était la réalité. Elle est morte 15 minutes après. Là. Mais donc, bref. L'injection, c'est elle prenait dans ses bras. Bref, je vais terminer cette partie de bloc-là de questions parce qu'on va passer à d'autres questions, parce qu'on a d'autres choses de quoi on veut parler. Mais tout ce que je veux dire, c'est que tout dépend de la mentalité de chacun et des religions qui interdisent de telle ou telle chose. Donc, ça peut faire... Pour en faire une conclusion à ce sujet-là, il y a des civilisations, des courants spirituels qui ont laissé des écrits là-dessus, comme le livre tibétain des morts. Il y a du côté des Égyptiens aussi que le livre survécu qu'on peut consulter par soi-même. Que ça soit un décès volontaire ou que ça soit un décès naturel, il y a toujours une préparation et la vie de tous les jours est là pour nous préparer à cet événement-là. C'est comme une naissance. C'est un changement. C'est une étape à laquelle on passe d'une à l'autre. Des fois, il va y avoir des phénomènes émotionnels, mais ça fait partie un peu du message un peu que Chico Javier est venu nous mentionner sur ce qui se passe de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il en est au niveau émotionnel de la personne? Parce que nos émotions, c'est pas notre corps physique. Nos émotions, c'est nous-mêmes. Exactement. Puis en passant, c'est une infirmière qui nous écrivait tous ces textos-là tantôt, qui viennent me confirmer. Mais en même temps, c'est parce que tout ce que je veux dire, là, on parle portion physique et portion... Faut pas mélanger les deux mondes. Ça. Oui, ils sont interreliés, mais là, aujourd'hui, on parle de ce qui est de l'autre côté du passage. C'est ça, c'est ça. Mais malgré tout... j'ai un petit peu de misère, moi aussi, à m'imaginer que tu ressens si tu te suicides ou que tu fais euthanasie. On va dire euthanasie. Là. Ça fait... c'est pas ça fait bizarre à dire, mais c'est un peu ça pareil. Là. On est toutes des bêtes. Mais bref, on va aller à la pause et on revient au retour. Et là, on va parler du sujet principal qui va intéresser vraiment tout le monde. Parce qu'encore là, même si on parlerait encore des heures et on va s'ostiner longtemps sur la même affaire. Puis c'est pas ça le but de l'émission. Donc, restez là. On revient tout de suite après.
De retour en studio avec nos invités. Mais avant tout, il faudrait bien que je vous fasse une petite portion d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas fait encore, sur la météo. On a une belle journée chenoute en plus. Hey, mon Dieu. Là, mais c'est sérieux. Là, Ce matin, ça prenait des patins pour se rendre à la station. Ah, ben oui. Où est-ce qu'il y a de la slotch, ça virait en glace? Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais présentement, il fait 2 degrés ici à Lévis. C'est drôle parce qu'à Sainte-Croix, il faisait 4. Fait que ça prouve que plus qu'on s'en va vers le bord du fleuve, plus c'est froid. Donc, aujourd'hui, c'est sûr à 100% qu'il va mouiller. Il annonce quand même une bonne dose de pluie. Demain, ça va être pire parce que ce soir, ça va virer en vent. Il va y avoir des vents qui vont se mêler à ça. Ça va être avec la neige et des vents du nord-est à 43 km/h. Donc, des rafales à 65 km/h parfois par moment. Et on attendait entre 20 et 25 cm de neige, mais par endroits, ça peut aller jusqu'à 40. Ça va être assez intense. Je vous souhaite pas de vivre ou de revivre un moment verglaçant comme il y a eu dans les années 98, je pense. Oui, dans ces coins-là. Les années 90, oui, c'est ça. Le triangle noir, là, ça ne nous tente pas de revivre. J'espère que l'Hydro-Québec est bien ferré. Ce qu'ils devraient faire, eux autres, c'est de mettre un truc chauffant sur le fil. Ça serait tellement spontané. Dès qu'il y a de la glace, pouf, ça disparaît. Hey, je pense que je vais me faire une invention. Moi, on va me mettre un... Sans commentaire sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu as dit, Jean-François? Fais le brevet de ça, là. Ça doit pas avoir comme idée. Exactement. Je pense que je vais faire à moins qu'un ingénieur ait cette idée-là aussi. Ça va coûter un bras. Anyway. Qui paye? Encore nous autres. Bref, demain, de la neige. Je sais pas comment c'est chez vous présentement, Jean-François. Neige ou il pleut? Nous, ici à Montréal, c'est doux. Le temps est quand même un petit peu gris. Beaucoup de nuages dans le ciel et il pleut. Ici à Montréal. Là, OK. C'est un temps gris. C'est sous forme de pluie. Bon, ben demain, par exemple, ici, dans notre cas, ici, c'est sous forme de pluie aussi en ce moment. Il faisait 2 degrés, mais demain, il annonce moins 10 avec de la neige. Lundi, c'est la même chose, moins 9 avec de la neige. Mais je te dirais que mardi, on va peut-être avoir des petites éclaircies avec moins 9 degrés. Je vois du soleil, des nuages. Mercredi, moins 4 degrés. Avec soleil-nuage, encore une fois, 40 de probabilité. Mais donc, mardi, on l'échappe. On va avoir la paix, juste assez pour pelleter ce qui vient de tomber. Ensuite, je vais avoir jeudi... je viens de perdre ma page, tabarouette, comme je la regarde. Jeudi, encore de la neige qui va revenir. Vendredi, moins 10 degrés ensoleillé. Samedi prochain, 70 mais encore là, ça a le temps de changer, de possibilités d'averses de neige. Mais encore là, ça justement, je voulais en parler de ça parce que dans un sens, j'ai hâte que tu aies ta formation complétée, Steve, pour ce qui est de la mise en onde. Parce que s'il arrive quelque chose, puis que moi, je suis pris, là, je suis pas capable de venir, là, on va voir quelqu'un qui vienne la seule chose qu'on peut se ramasser dans le caca, c'est si les ponts sont fermés. Oui, mais pour l'instant, si je regarde l'état des routes avec les caméras que je vois présentement déjà là, en ce moment, ça a l'air d'être quand même assez bien, comme l'état des routes est très mouillé. L'état de la route n'est pas si pire que ça pour rouler. C'est sûr que si vous n'avez pas besoin de sortir nécessairement, c'est pas une obligation. Restez à la maison tranquille. Sinon, les routes sont en bon état pour circuler sans dire que c'est la catastrophe non plus. Non, c'est ça. C'est partiellement glacé seulement. Si je regarde dans la portion, dans le coin de Donnacona, c'est toujours quand même assez bien sur la 40 ou de notre côté aussi. Donc, à Saint-Augustin, c'est quand même... ou Neuville, la portion dégagée et mouillée, par contre, mais la visibilité est réduite probablement, qu'il y a aussi beaucoup de... Il y a un peu de brouillard aussi quand on traverse les ponts à certains endroits dû à l'humidité, parce que là, on dirait que l'hiver va se sauver plus vite cette année. Exactement. C'est vrai, hein? Oui, c'est vrai. Puis on regarde vers le pont, c'est la même chose. La visibilité est réduite probablement à cause du fleuve, la chaleur de l'eau. Oui, il y avait le brouillard quand j'ai traversé ce matin. Bien, c'est ça. Donc, visibilité n'est pas si pire, mais réduite là, quand
quand même, là. C'est ça. Roulez pas en fou, parce que c'est, pogner une flaque d'eau, là, ça vous ramène dans le décor, c'est un méchant temps. Comme on dit, le gros bon sens est de mise. Ben, exactement. Puis de toute façon, quand on s'en venait sur la route, mais sur la 20, en s'en allant en direction ouest, on a vu les policiers, tu sais, les SFAT, là, c'est bien beau, ils font des belles jobs, hein, les travaux routiers. Sauf que des fois, ils font des vallons. Je sais pas s'ils manquent d'asphalte, là, mais ça fait des beaux trous, puis ça fait des beaux trous d'eau. Quand tu pognes ça, t'es dans le champ. Ben, c'est ça que... C'est une bonne idée de suggérer à nos auditeurs peut-être de garder, de réduire la vitesse de croisière sur la route, puis peut-être de garder une distance, peut-être ils nous suggèrent, mais il y a beaucoup de monde qui le font pas. Faites donc attention à vous, la vie, c'est tellement fragile. Prenez genre 2-3 distances de voiture. Exactement. Pour être sûr d'avoir le temps de freiner. On n'a pas un écureuil à la dernière minute, là, fait que... Non, mais ou une souris dans un fuselage, tout d'un coup. Un chat dans tes roues. Non, mais sérieusement, on n'a pas envie de vous pogner par PVE, le phénomène de voie électronique. On vous préférerait en vie en chair et en os. Et en chair et en os. C'est beaucoup plus pratique. On tient à notre auditoire. On veut pas qu'on vous arrive à rien. C'est beaucoup plus pratique pour notre dimension, non la parallèle, mais notre troisième dimension. On vous veut dans notre troisième dimension. Ceux qui ont des questions, vous pouvez le faire par texto au 581-500-1196 ou vous allez sous le poster des invités d'aujourd'hui, vous inscrivez votre question. On va vous lire. Et si c'est pertinent, bien sûr, et si c'est une question. Et merci d'être là encore une fois à vous tous, chers auditeurs. Maintenant, on va parler de Chico Xavier avec César. César Augusto, tu es spécialiste. Ça fait, je dirais spécialiste parce que ça fait quand même au-dessus de 20 ans, si je ne me trompe pas. Oui, je pense que j'ai oublié d'ouvrir ton micro. Aucun problème. Ça fait déjà 20 ans que je suis dans la doctrine des esprits. Et Chico Xavier, c'est vraiment, au coup de cœur, c'est vraiment la personne qui m'a apporté beaucoup de paix, beaucoup de joie de vivre. Et j'ai appris beaucoup avec ce messier-là, qui était une personne très humble, simple, mais qui avait une sagesse, une connaissance inimaginable qui outrepasse n'importe quoi qu'on soit capable d'imaginer. C'était vraiment une personne spéciale. Pendant vivant, il a écrit et publié 438 livres. 438? Oui, exact. Et après sa mort, sont déjà publiés plus 88 livres. Il est rendu à 525 livres publiés, qui sont déjà traduits en 28 langues. Ils sont vendus déjà plus de 50 millions de livres. Et t'en as lu combien dans le lot? Moi, j'ai déjà dépassé 170 livres de Chico. C'est énorme. Ben, écoute là, lire Chico Xavier, c'est comme rentrer dans un autre univers. Ah ben oui. C'est comme rentrer dans un univers où vous êtes capable de comprendre qu'est-ce qui vous entoure, qu'est-ce qui m'attend après la mort, quoi j'étais avant de naître, et spécialement de trouver la force pour être capable de traverser les épreuves de la vie avec la joie. Parce que qui perd la joie de vivre à cause des épreuves, des difficultés, et il n'a pas beaucoup de choses à perdre après. Moi, je dirais je sais que le film Nos Solars est fait à partir de un de ses livres, justement, avec le docteur André Louis. Oui, exact. Ah, exactement, mais l'histoire, moi, ça m'a parlé tout de suite. J'en ai eu pour une semaine à me faire les 100 pas chez nous parce que je me disais, c'est exactement ça. J'avais l'air d'une folle, c'est pas compliqué. Je tourne en rond comme un chien qui tourne en rond avant de se coucher, là. C'est trouver sa place confortable, mais je m'étais, ben voyons donc, c'est exactement ça. Et j'ai ressenti en dedans de moi il y a beaucoup OK, il y a des choses qui ont été faites parce que c'est pour côté cinéma, mais en gros, je dirais que c'est pas mal ça, la vérité. Je dirais pour vous que le livre Nos Solars, qui est capable de lire Notre Demeure, il y a la traduction pour les Français, il y a beaucoup plus de richesse, de détails de la vie après la mort. Et j'encourage fortement les gens à lire parce que ça apporte beaucoup de connaissances pour régler beaucoup de troubles, beaucoup de problèmes et même de donner un espoir
à beaucoup de gens qui souffrent des fois sans savoir. Ben oui. Mais, Ben, ça donne un baume un peu. Oui. Ça nous fait du bien de savoir qu'il y a quelque chose. ben oui. Mais de toute façon, je le sais qu'il y a quelque chose. Je l'ai vu. Ben oui. Je l'ai vu, mais je ne suis pas la seule à avoir vu quelque chose. Là. Ben- Des fois, on peut se ramasser, puis tourner de côté, puis de voir quelqu'un qui a déjà vécu, qui nous apparaît à côté de nous. C'est impressionnant quand ça Ben arrive, oui. là, mais il faut être prêt aussi quand ça arrive pour pas avoir peur, parce que Ben la oui. plupart vont avoir tout de suite un voyant tu découverte, puis je veux pas voir. Là. Et Chico Xavier était une personne qui jamais a demandé aucune rémunération financière. Ça, je trouve ça intéressant. Il a travaillé 75 ans dans la médiumnité avec absolument des renonces. Il était mort comme une personne quasiment misérable. Et s'il avait les droits d'auteur, parce qu'il a vendu plus de 50 millions de livres, il pourrait devenir un millionnaire. Mais il n'a jamais réclamé rien. Il a donné plus de 11 000 lettres personnelles à des parents, des conjoints qui avaient perdu ses enfants gratuitement aussi. Il travaillait toujours. Il jamais demandait aucune rémunération. Mais il manquait de rien. Rien, oui, c'est ça. Mais une autre chose très intéressante de Chico Xavier, c'est les côtés spirituels qu'il était capable de faire. Parce qu'il y a plusieurs témoignages qui visitaient Chico Xavier et amenaient une bouteille d'eau. Et à la fin, et les gens, une bouteille de l'eau fermée qu'il avait compris dans l'épicerie, achetée dans l'épicerie, pardon, et quand il retournait, la bouteille avait une substance. Et quand la personne ouvrait, ça devient comme quasiment du lait. Il y avait les parfums des roses. Wow! Ça, c'était une chose très fréquente qui rendait visite à Chico Xavier. Moi, là, tu m'as dit quelque chose au téléphone cette semaine quand on s'est parlé OK. qui m'a abasourdi un peu. OK. Et j'ai resté tellement surprise de ce que tu as dit. À propos des capacités Oui, que oui. Chico avait. J'aimerais ça que tu me le dises de ta voix et non que moi je le dise. Ben oui. Bon, moi, j'ai réussi à compter en Chico Xavier 17 facultés médiumniques différentes. Dans les 17, tu as fait quoi pour le découvrir? C'est en lisant Ben, ses livres? Ou son... Lisant ses livres, écouter des témoignages, plusieurs personnes qui témoignaient. Hey, Chico Xavier, par exemple, la médiumnité des écritures, il a écrit en 6 langues qu'il ne connaissait pas. Ah, tu veux dire que, mettons, il a écrit un livre en français, mais il n'a jamais parlé le français de sa vie? Écoute, pour avoir une idée, il a lancé un livre en anglais dans la bibliothèque de New York en 1966. Mais Chico Xavier n'a jamais allé à l'école pour apprendre l'anglais. Il a fait jusqu'à 4e année de l'école primaire. Wow, c'est pas beaucoup. 4e année de l'école primaire, il écrit 525 livres qui parlent de médecine, qui parlent des sciences, des religions, des philosophies, des physiques. Mais comment ça se peut qu'une personne qui va à l'école jusqu'au 4e année de l'école primaire est capable d'écrire ça? Oui, hein? Ça, ben, Drôle. écoute, On ça, dirait c'est que c'est une faculté comme, médiumnique. Il avait une autre faculté médiumnique qu'on appelle la psychométrie. S'il touchait un objet, Et il peut il savait savoir, ah, à oui. qui appartenait. Il pouvait raconter l'histoire de l'objet. Il faisait de la psychométrie. Psychométrie. Eh, ouais, je savais pas ça. Ben oui, il était capable. S'il touchait, par exemple, ce microphone, il serait capable de dire, écoute, qui était assis avant? Ben, C'est comme si on laisse notre énergie là. Oui. Il était capable d'identifier ces énergies-là et savoir exactement qui était là. OK. Il avait une autre faculté médiumnique. Il était capable de capter toute la pensée des gens. Mais moi, par exemple, si Martin parle, je suis capable de rendre attention à lui. Mais si tout le monde commence à parler en même temps, je ne suis pas capable d'y entendre. Et lui, il était capable de capter la pensée des dizaines, même des centaines de personnes en même temps et garder son équilibre. Parce qu'il y avait des gens qui l'aimaient, il y avait des gens qui les détestaient. Il est fait fort en Moses. Imaginez-vous, là, les gens qui l'embrassaient et qui les détestaient, il gardait son équilibre tranquillement. Il savait que la personne les détestait. Ben voyons donc. C'est ça. Ben, je Quoique. compte quelques-unes, là. Mais par exemple, il avait la médiumnité olfative. Les gens racontaient que quand on se rapprochait de lui, il ressentait un parfum des roses. Il était capable de, comme que, exhaler les roses partout. De matérialiser des roses.
de l'autre personne qu'on a entendu ce commentaire-là, c'est de Padre Pio. Les gens qui allaient le rencontrer avaient une odeur de rose, ça sentait toujours bon. C'était le premier signe distinctif qu'on était proche de cette personne-là. Et je raconte une chose, si je ne me trompe pas, en 1972, il y a des chercheurs de la NASA qui ont allé faire une recherche avec Chico Xavier avec des sensors Geiger pour être capable d'identifier les camps énergétiques de la personne. Ils disent que normalement, une personne normale a entre 1 et 12 cm. Vous parlez d'un compteur Geiger, là? Oui, Geiger. Oui. OK. Ouais. Et là, il disait que normalement, une personne normale, il y a de 1 à 12 cm d'énergie sous le corps. Et quand ils ont mesuré Chico Xavier, il y avait plus de 20 mètres d'énergie autour de lui. Je le crois. Oui, Wow. c'est Il y a des maîtres l'aura. yogis que c'était la même chose. Exactement. Sinon, Exactement. il y a, me semble, Dorobindo aussi. Et pratiquer le Qigong, ben non, même juste seulement que de pratiquer le yoga ou toutes des choses où ce que tu dois méditer, ou même le tai chi, c'est fou, là. Tu peux te dégager jusqu'à 100 pieds. Ben oui. C'est fou, le 100 pieds, ça fait 30 mètres. Faut pas oublier que c'est pas en faisant ces pratiques-là que du jour au lendemain, on va se mettre à irradier autant. Faut commencer premièrement par se balancer, se nettoyer, et ensuite, on va être en mesure d'y parvenir. C'est pas aussi facile de juste dire, on s'embarque là-dedans, puis bing bang, du jour au lendemain, on rayonne, là. Ben ouais, mais quelqu'un qui irradie comme ça. Ben, je vais vous dire une autre chose, un autre phénomène qui est arrivé avec Chico Xavier en 1981. Il visitait une société spirit à la villa de Belo Horizonte qui s'appelle União Espírita Mineira. Okay. Et la personne qui était le directeur, c'était M. Martins Peralva et Mme Néné Alouat. Ces deux personnes-là ont invité Chico Xavier à une rencontre, et où Chico Xavier arrivait, c'était une foule comme c'était un superstar. Les gens se rassemblaient pour milliers. Il y avait un policier qui était très perturbé à cet événement-là. Il a sorti son arme. Il menaçait de tirer sur la foule. Pourquoi? Parce qu'il était perturbé. Il voyait tous ces gens-là à côté de Chico Xavier. Il était perturbé. Et là, M. Martins Peralva est sorti de la bâtisse. Il allait à rencontrer des policiers. Il y avait une sorte d'une station de police pas loin de cet édifice. Et au moment qu'il est sorti, quelques mètres après, il y avait deux policiers qui venaient en son rencontre pour rentrer dans la bâtisse où Chico Xavier était. Il n'a pas compris, mais là, je suis en train d'aller chercher de l'aide policière et les policiers s'en viennent. Il n'a pas compris qu'est-ce qui arrivait. Là, les officiers sont rentrés dans la bâtisse et calmé les policiers. Il a sorti les policiers dans la bâtisse. OK. Et après, M. Martins Peralva va demander à Mme Néné Alouat, mais écoute, j'ai demandé aux policiers, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, Chico Xavier allait nous rencontrer et demandait de venir ici. Mais Chico Xavier n'était jamais sorti de la bâtisse. Ah, il a fait comme ce que tu disais tantôt, Padre Pio. Il a se dédoublé, aller à la station de la police, à demander l'aide aux policiers. Ben et les policiers ont retourné. Wow! Ça, c'est raconté par M. Geraldo Lemes Neto dans les conférences qu'il fait. Ça, c'était une de ses facultés médiumniques, c'est de dédoubler et aller où il voulait. Tabarouette! C'est... ça, c'est impressionnant. Je savais que Padre Pio l'avait fait, ça, avec les gens de l'armée, justement, dans le temps de la guerre. Ça a été quelque chose, ça aussi, que les gens... Voyons donc, qu'est-ce que... Ben, il a dû passer tout un processus pour l'enrôlement. Et finalement, ben, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé, que finalement, ben, ils l'ont pas gardé au sein de l'armée, ils l'ont retourné à son église. Eh bien... Est-ce qu'on sait si ce monsieur-là avait des capacités de channeling? Channeling? Padre Pio? Ouais. Ben, Padre Pio, c'est un stigmate. Il y avait, me semble de mémoire, c'est de 3 ou 4 des marques qu'il avait.
sur lui. Donc, c'était un peu comme Chico Xavier. Il était là pour aider les gens, autant dans leur psychologie que dans leur fort émotionnel. Disons qu'il y avait des gens qui s'approchaient de lui et les chassaient totalement, tant aussi longtemps qu'ils n'avaient pas fait vraiment le processus de remise en question de soi-même. Puis de reconnaître des fois bien des fois les gens sont malhonnêtes, pas malhonnêtes envers les autres, mais malhonnêtes envers soi-même. J'ai une question du public de Marie-Josée Cyr qui demande, est-ce que les livres de Chico, il y en a-tu en français? Oui, il y a plusieurs livres en français. Je lui ai déjà envoyé le lien d'Amazon pour les versions françaises de Chico Xavier. Ah, tu l'as mis sur Zone Parallèle, OK. Oui, j'ai déjà répondu à sa question. Ah, d'accord. Ah oui, il y a plusieurs livres. J'avais pas vu, excuse. Il y a un côté très intéressant de Chico Xavier qu'il jamais avait besoin de demander le nom de la personne. Parce qu'il disait que le nom de la personne était écrit ici, sur les fronts. Exact. Il était capable simplement de regarder la personne, il savait le nom. Ça, là, c'est quelque chose. Ben oui, c'est quelque chose. Il jamais avait besoin de demander le nom de la personne, il regardait, il savait. Et même au fin de vie, là, il était tellement spiritualisé qu'il savait plus différencier la différence entre des esprits et des personnes incarnées. Mais je sais que Jésus avait toutes ces capacités-là. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut se considérer... Non, mais je dirais pas que c'est un deuxième Jésus nécessairement. Ce serait un disciple de Jésus très évolué. Parce que pour comprendre Chico Xavier et la mission d'amour qu'il a nous apporté, ça serait comme si un de nous ici, après la mort, là, quelqu'un nous demande de retourner à la terre pour aider. Sauf qu'il faut retourner à peu près comme un chimpanzé, pour aider les chimpanzés, parce que Chico était tellement évolué que retourner à la terre, pour lui, ça serait à peu près ça. De retourner, descendre en vibration. Alors, prendre un corps de chimpanzé pour aider les chimpanzés à avancer. Il est tellement évolué. Tu parles des singes, là? Oui, c'est ça. Les chimpanzés, là. C'est ça. Les singes. Mais pour venir ici à ce monde-là, rester avec nous, il était tellement développé que c'était un sacrifice immense pour lui, mais qu'il a fait pour amour. Exact. Donc, il était un bodhisattva. Mais Colin, y avait-il d'autres capacités comme ça que surprends-moi donc? J'ai compté 17, là, l'écriture, la vision, il voyait les esprits dans son degré maximal. Ça, là, je dirais, c'est pas tellement amusant parce qu'on va pas simplement voir des esprits de lumière. On va voir tout qui ça existe. On ne choisit pas nécessairement ce qu'on va voir. Exact. C'est comme une fenêtre ouverte, là. On ne peut pas choisir le paysage. Dans tous ces livres, oui. Y en a-t-il au moins un qui pouvait nous parler d'extraterrestres? Oui. C'est le 12e livre qu'il a écrit. Ou melhor, le 12e livre qu'il a publié qui s'appelle... le titre en portugais, c'est Cartas de uma Morta. Ce qui veut dire? Ça veut dire lettre d'une personne décédée. C'était l'esprit de sa propre mère qui est venu lui raconter qu'est-ce qui arrivait après la mort. Et elle raconte qu'elle a été amenée aux planètes Saturne. Elle disait oui, ça. Sa mère. Exactement. Sa mère dit, écoute, à son guide spirituel, elle avait dit, écoute, moi j'avais une affinité avec les planètes Saturne. Est-ce que je pourrais visiter cette planète-là? Et son guide spirituel dit, oui. Et elle a amené pour visiter les planètes Saturne. Et dans cette planète-là, elle raconte plusieurs détails. Par exemple, elle a dit que la couleur prédominante de la planète, c'est bleu. En 1935, la NASA a des images de planète Saturne et a confirmé ça en 2005. Fait que 60 ans plus tard, la NASA a confirmé qu'est-ce que la mère de Chico Xavier avait raconté. Wow. Elle a aussi dit que Saturne avait plusieurs satellites naturels. Aujourd'hui, on sait que c'est plus de 60. Mais en 1935, personne ne savait ça. Là. Donc, si je considère l'ensemble
de toutes ses capacités. Il y a un cellulaire qui sonne à quelque part. Oui, c'est le message texto qu'on nous appelle. Ah, ben oui, Okay. regardons ça. On peut pas prendre d'appel avec le texto. C'est seulement que des écrits. Je vous le rappelle, le numéro, c'est le 581-500-1196 pour nous rejoindre par texto. C'est ça, par texto uniquement, pas par téléphone, parce qu'on me demandait qu'est-ce qui sonnait là. J'ai pas vu mon écran. Bref, OK. Donc, ceux qui... Regarde, on va faire une petite pause parce que là, je commence à te déparler parce que j'ai tellement de questions à dire, à te poser en même temps. On va faire une dernière pause et moi, je veux la suite parce qu'il y a quelque chose que j'ai une question qui me trotte en tête. Croyez-vous à ça, vous autres, que les extraterrestres peuvent prendre possession d'un corps humain? Je laisse là-dessus la question. On revient tout de suite après. Et je veux entendre votre réponse au retour. De retour en studio avec nos invités on parlait justement de Chico Xavier, mais il y a quelque chose j'ai posé une question qui me tracasse. Est-ce qu'un être humain peut posséder un âme extraterrestre ou un extraterrestre possède un corps humain? Appelez ça comme vous voulez. Je pense avoir quelqu'un qui a autant de capacités. Pour moi, personnellement, je me dis que c'est possible parce il y a tellement de gens sur la planète qui se disent non, moi j'ai l'impression que je viens pas d'ici. C'est vrai que c'est fréquent d'entendre ça. Ça vous arrive? Il y en a pour plusieurs. Je me suis toujours senti comme un extraterrestre sur la planète. Là. Exactement. À pas fonctionner de la même façon ou à pas interpréter les choses de la même façon ou à pas... Ce que la majorité des gens s'attardent, c'est du superflu pour moi, puis les affaires qui ont l'air ridicules pour les gens, pour moi, ça a l'air de choses vraiment importantes. Fait que, tu sais, est-ce qu'on est tous... Est-ce qu'il y a des âmes extraterrestres? J'ai plutôt l'impression qu'on est tous des âmes qui voyagent à travers l'univers et qui vont prendre différents corps physiques dans différents mondes pour vivre une expérience. Au bout de la ligne, moi, ce que je considère, c'est plutôt ce qu'on est nous-mêmes à l'intérieur qui doit évoluer. Notre corps physique est simplement un passage, est un tour de manège, comme un anglophone disait, je me rappelle pas de son prénom, Monsieur Carling disait que la vie, c'est juste un tour de manège. On embarque dedans, on fait un tour, puis à un moment donné, on va en sortir, puis on vit cette expérience-là, on vit cette euphorie-là. On a une montée, on a une descente, mais on est là pour expérimenter la vie. Mais je me demande aussi, c'est qu'il y a des gens qui vont dire, moi, je viens d'Arcturus. D'autres vont dire, moi, je viens de Betelgeuse. Pauvres autres sont à veille de péter aux frettes parce que l'étoile est en train d'exploser comme c'est là. Je lui donne pas grand cher. Je sais pas de combien de temps qu'il lui reste à vivre, s'il vit encore. D'autres qui me disent comme Saturne, Jupiter, peu importe, Vénus. Ouais. Donc, on viendrait d'un... Les phénomènes c'est comme les phénomènes des enfants des étoiles. Les Star Child. Oui, c'est ça. Les Star Child, mais aussi qui ont cette capacité-là, on les appelle les enfants des étoiles, comme tu dis. Mais à propos de Chico Xavier disait une chose très simple. Il faut simplement poser une question pour savoir si la personne est primitive de la Terre ou si c'est un extraterrestre. Est-ce que vous croyez à la réincarnation? Si la réponse est oui, vous êtes un extraterrestre. Si la réponse est non, vous êtes primitif de la Terre. Ah, mais regardons ça. Ah, ben c'est facile, ça dépend, regarde. C'est bien facile de savoir qui vient des autres planètes et qui est d'ici. C'est ça, on est tous des... Si vous croyez à la réincarnation ou si au moins vous acceptez ça, vous n'êtes pas d'ici. Non, mais on vient de confirmer que, dans le fond, Dieu vient des extraterrestres parce qu'il parle de réincarnation. Et Case Close, on fait une émission là-dessus. On était de méchante gang de fuckés, là, je pense, quelque part, parce que il y en a plusieurs qui croient à ça. Je vais vous dire une chose. Dans la revue Spirit de 1858, mois d'août, Allan Kardec, avec les médiums Victorien Sorgo, a fait un dessin d'une maison de Jupiter.
OK. c'était attribué à l'esprit de Mozart. C'est Mozart qui était inspiré les médiums pour faire ces dessins-là. Qui voulait aller à la revue Spirit, 1858, mois d'août. Il est là, les dessins avec toutes les explications de comment ça marche, les planètes Jupiter. Eh bien. Oh. Oui, wow. Oui, moi, là, je pense que je vais répondre à pas une question, mais à une demande de Marie-Josée Cyr qui nous a écrit. Il va falloir, regarde, moi aussi, je suis bien d'accord avec toi, Marie-Josée. Il va falloir qu'on remette, parce que l'émission reste à peine 10 minutes, là. Il va falloir qu'on remette. Et donc, César, je te réinvite pour soit février ou mars ou quelque chose de genre. Parce je demande excuse de mon français si je ne suis pas bien clair. Les auditeurs et auditrices, je m'excuse. Là, je promets de me perfectionner. Non, mais tant qu'à moi, c'est assez clair. D'une façon ou d'une autre, les liens importants, les choses que vous mentionnez, j'essaie de les poster au fur et à mesure directement sur la page de Zone Parallèle. Okay. Donc, j'ai déjà posté le film Nos Solar, qui est un film inspiré d'un livre de Chico Xavier. Oui. Donc, ça donne une bonne idée de l'idéologie de cet univers-là. Ouais. Donc, tu sais, je reste quand même neutre parce que chaque personne doit prendre au moins le temps de l'écouter puis de voir faire la part des choses, qu'est-ce qui vibre avec eux et ce qui vibre pas avec eux, laissez-les de côté, c'est pas important. L'important, c'est la partie qui va vibrer avec vous. C'est déjà un bon point de départ. Et ça, ce n'est qu'une histoire avec André Lewis, mais il y en a plusieurs. Il y en a eu plusieurs des conversations. Tu dis qu'il y a 525 livres. Donc, c'est 525 histoires différentes ou dans un livre, il y a déjà plusieurs histoires? Non, c'est toutes des histoires différentes, des expériences différentes, des réincarnations, des désincarnations, des suicides, des gens qui vivent, des gens qui souffrent, des maladies. Alors, chaque livre, on peut faire une émission quasiment. Là. Est-ce que lui, justement, Chico, est-ce que tantôt tu parlais des gens suicidés ou des choses comme ça? Est-ce qu'il a déjà mentionné dans un de ses livres le fait que quelqu'un qui se suicide allait passer... plusieurs cas. Wow, donc, il y a eu plusieurs cas de suicide qui ont été répertoriés selon lui dans ses... C'est pour ça que vous venez qu'à dire... Ben oui, il donne plusieurs situations de qu'est-ce qui arrive avec une richesse de détails incroyable. Il me semble de mémoire, Chico Xavier a reçu la visite d'un scientifique pendant une certaine période de temps qui pour vérifier la véracité de ce qui avançait ou de ses capacités. Et que ce scientifique-là en était totalement décontenancé de voir l'expérience qu'il a vécue avec cet homme-là. Parce que, me semble, Chico Xavier s'est jamais opposé à sa présence. Au contraire, il a été là présent. Et puis, je pense que Chico Xavier lui a même révélé certaines choses de sa propre vie à lui. C'est ce qui l'a décontenancé. Et n'avait pas vraiment tendance à remettre en question ses capacités. Oui, écoute, là, il avait même, Chico Xavier faisait même la signature des personnes décédées. Il y a eu un spécialiste d'identification des signatures qui a déclaré, écoute, la signature qui est dans ces documents-là, c'est de la personne, mais la personne était morte. C'est la signature que Chico a fait dans ses psychographies, là. Fait que c'est même une preuve matérielle. Ouf, je pense que... En écriture automatique, des fois, il se mettait à écrire dans des langues qu'il ne connaissait même pas. C'est ça qu'il disait tantôt. Il a écrit dans la langue de Luxembourg. Est-ce que quelqu'un connaît la langue de Luxembourg? Luxembourgisch. Luxembourg. C'est un minuscule pays en Europe. C'est un dialecte allemand. Mais il y a une culture propre. Et ça, c'était en 1940-41 au Brésil, dans un minuscule village de l'intérieur. Mais ça, tu dis ça, là, mais j'ai une de mes chums, OK? Mon conjoint qui est décédé, il était d'origine libanaise. Libanaise. Il était né au Liban, mais d'une mère palestinienne et d'un père grec, mais né au Liban. Et il parlait la langue arabe couramment, l'anglais et le français. Mais à un moment donné, pour être sûr, ma chum de fille, qui à un moment donné, est rentrée comme... Elle s'est réveillée en pleine nuit. Elle dit qu'elle l'a vu au pied de son lit, puis qu'il lui parlait. Puis il dit, garde, pour te prouver que c'est vraiment moi qui parle, je veux que tu écrives ce que je vais te dire, puis tu vas remettre ça à Carole demain. Elle va savoir que c'est vraiment moi. Bien, croyez-le ou non,
Il lui a écrit en arabe. Ma chum ne parle pas arabe, ne l'écrit pas non plus. Elle a dit, wow, t'as peu, là, ça marche pas de même. Je parle français, puis j'écris français. Mais il dit, casse pas ta tête. Je vais te dire les lettres que tu dois écrire, puis tu vas faire une phrase, tu vas remettre. Carole va comprendre ce que ça veut dire. Puis effectivement, le texte qu'il m'a remis, je savais qu'est-ce que ces paroles-là voulaient dire. Et ça disait clairement qu'il allait toujours être là, derrière moi, autour de moi, pour me donner un coup de main. Il va, c'est comme si je vais être toujours dans son cœur. Son cœur, c'est plus son cœur, dans son âme plutôt. Il va toujours être là à côté de moi pour m'aider. Puis qu'il va m'aimer éternellement. C'est un truc que je savais qu'est-ce que ça voulait dire parce qu'il me l'a appris. Il m'avait appris quelques mots en arabe. Ces mots-là, je pouvais les comprendre. Mais j'ai eu un doute à un moment donné à me demander, puis j'avais un ami commun qui venait du même endroit que lui. Je lui ai montré, puis il dit effectivement, ça veut dire ça. Donc, j'avais bien compris ce qu'il voulait dire. Mais ça prouve pour moi qu'il a vraiment apparu à ma chum de fille, puis il lui a fait écrire ce texte-là. Donc, pour moi, c'est encore une preuve de plus que c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose de l'autre côté, puis qui peut réapparaître dans une autre dimension. Il est venu comme... C'est la preuve qu'il y a un autre côté et qu'il se passe de quoi de ce côté-là aussi. Exactement. Il passe beaucoup de choses. Oui, effectivement. Si je peux faire un commentaire... Attends un peu, Jean-François. Martin... si je peux faire un petit commentaire. Le tout premier livre que Chico Xavier a écrit s'appelle Parnasse de Alem Tumulu. C'est un peu en français? En français, ça veut dire le Parnasse, c'est-à-dire une anthologie poétique d'au-delà de la tombe. Ah. Et c'est une série qui a été complétée ultérieurement de poèmes rédigés par des poètes lusophones, c'est-à-dire portugais ou brésiliens, et qui étaient décédés et qu'on a donné à... parce qu'il avait très peu d'éducation, Chico Xavier. Et il a écrit des poèmes sublimes qu'on a donné à un critique littéraire, je pense Roberto Campos, qui a dit pour chaque poète, c'est vraiment le style de ce poète, c'est vraiment le genre de thématique, sauf qu'avec une perspective d'après la vie terrestre. Et il a rajouté des poètes par la suite, donc il y a eu des rééditions avec d'autres poètes. Et c'est en fait ça c'est en quelque sorte directement une preuve d'un grand nombre de gens ayant des grands talents poétiques, dans ce cas-là, décédés, et qui manifestaient à travers Chico Xavier la continuation de leur existence et de leur talent poétique. Donc, précisément 55 poètes. Comme on dit, l'art est le langage de l'âme. Oui. Jean-François, vas-y donc, qu'est-ce que tu voulais dire? Une explication rapide, parce que je arrive à la fin de l'émission. Rapidement, monsieur Chico, je ne sais pas comment le dire son nom. Xavier. Comme chat. Xavier. Tu peux dire Chico Xavier, le monde va savoir c'est de lui que tu parles. C'est juste que c'est très, très québécoisisé. Je viens d'inventer un mot. On a parlé tantôt de l'aspect des extraterrestres, mais quelle était sa position ou son idéologie sur la présence ovni dans le monde entier, dans la façon de l'apparition, comme les boules lumineuses, les enlèvements? Est-ce que c'était des êtres qui nous dirigeaient pour une évolution? Est-ce qu'il y avait quelque chose à faire? Quel était le point de vue de monsieur sur le sujet de la présence ovni, tout ovni confondu, sur la Terre à ce moment-ci de l'humanité? Chico Xavier disait qu'environ 90% des apparitions ne sont pas vraiment des ovnis et que 10% sont vraiment des ovnis et qu'ils sont là pour attirer notre attention, que la vie continue après la mort, qu'il y a des vies après, qu'il y a des vies à une autre planète et qui sont notre voisin et qui nous attendent pour venir faire contact parce qu'ils attendaient une date spécifique pour être capables de venir jusqu'à nous parce que sans l'autorisation du Christ, il ne peut pas faire contact. Mais je pense qu'on a déjà atteint cette date et c'est une question de quelques années pour qu'on fasse, que vraiment on rentre en contact direct avec les extraterrestres. Bon, donc, mais moi, je trouve ça intéressant, mais l'émission s'achève. Mais j'ai Manon aussi en studio, qui est l'émission Vente fraîcheur. Bonjour, Manon. Allô, allô, tout le monde. Joyeuse année 2020 à vous tous. Merci, toi aussi. Merci à toi aussi. Merci beaucoup.
Qu'est-ce qu'on parle à ton émission, Vente fraîcheur? Oui, aujourd'hui, on va parler de résolution, de se faire arrêter par la police, perdre du poids pour son bal définissant, ça nous mène où? Puis j'ai besoin de votre aide aussi, gang. Allez donc liker la page Vente fraîcheur. On est rendu en 2020. Il me manque quelques likes pour en avoir 2020. Très bonne idée. Puis même affaire pour la page jaune parallèle. Là. Lâchez-vous là, ça fait un petit pouce dessus. Et ainsi pour celle de la station CJMD 96.9. Plus qu'on a de fou, plus qu'on a du fun. Puis c'est le fun. C'est le fun d'avoir beaucoup de likes. Je sais que plusieurs de mes amis ont déjà liké la page de la radio, mais... Plus on a des likes sur la plage, sur les pages, plus ça nous permet de rejoindre de gens. Exactement. Exact. Donc, en même temps, ça vous permet de faire connaître les émissions qui vous passionnent, les pages qui vous passionnent. Effectivement. Mais c'est sur ça, et c'est ici que s'achève l'émission d'aujourd'hui. Et je vais conclure en disant, peut-être que la plupart d'entre nous vont finir en poudre, l'autre va finir sur une autre planète, on le sait pas. Apparemment, si on croit à la réincarnation, on est des extraterrestres. J'haïs pas ton idée, ta façon de voir les choses, César. Mais d'ailleurs, César Augusto Zévé, j'aimerais te revoir ce printemps, si possible, février-mars ou quelque chose de genre. Ça va être une partie parce que il y a plein d'histoires que je veux que tu me racontes sur ces livres, justement. Il y a des livres qu'on n'est pas capable d'acheter ici. Oui, exactement. Ceux-là, ça va être des exclusivités, puis je veux que tu m'en parles, étant donné que tu es un spécialiste de ça. Ça me fait plaisir. Mais pour finir aussi, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Merci beaucoup, Martin Janta, d'avoir été ici avec nous. Oui, très flatté, merci, au revoir. C'est le fun, j'aime ça avoir ta présence et j'aime bien des fois avoir juste les yeux que tu peux faire quand il y a quelque chose qui sort, qui peut s'en dire extravagant pour d'autres et pour venant d'un scientifique de voir que tout est possible. Je trouve ça le fun. Merci beaucoup, Jean-François, d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci. En passant, je te dois 5$ parce que Steve a été vraiment rapide pour poster les affaires sur la page. C'est un petit vite. Je te dois 5$. J'avais plagé puis j'ai perdu. C'est un petit vite, Steve. Je sais pas si t'es de même en relation en général. On n'a pas le temps, ça ne sera pas le sujet d'une autre émission. Oui, ça sera le sujet d'une autre émission. Non, mais je blague. Merci beaucoup, Steve, d'avoir été là. Je te souhaite bienvenue officiellement à l'équipe de CJMD. Moi, je pensais à l'histoire inspirante. Là, je pourrais l'inviter pour qu'il nous raconte ça, là, si c'est un petit vite. En tout cas. Ça serait bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à vous tous. Soyez prudents avec la neige qui s'en vient. Gardez-vous de la force pour pelleter, puis c'est ça. On vous dit. Bonne semaine aux auditeurs. Oui, bonne semaine à vous tous. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye-bye. Merci.